et la géographie des communs. Donc, ça couvre en fait les océans, les fonds marins, puis l'espace. Et avant, j'ai fait mon doctorat sur l'Arctique. Et en fait, il y a beaucoup de ponts entre ce qui se passe en Arctique et ce qui se passe évidemment dans ces communs, notamment à travers la question des ressources. Et donc, c'est un petit peu sur ça que va porter ma présentation, sur cette géographie politique des ressources arctiques et éventuellement essayer de faire des ponts avec d'autres espaces. Je suis vraiment contente de passer après la présentation de Monsieur Fish parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont se répondre et je pense que c'est vraiment complémentaire. Alors, sans plus attendre, je voudrais évidemment commencer par une introduction que j'ai structurée en trois parties. Euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme représentation vis-à-vis de la géographie des ressources et de la géopolitique des ressources en Afrique. Évidemment, je ne vais pas me lancer dans une vraie géographie des représentations, mais c'est quand même quelque chose d'important que je voulais évoquer rapidement. Parce qu'en Arctique, peut-être un petit peu plus qu'ailleurs, il y a vraiment un enjeu de la confrontation entre les représentations endogènes et les représentations exogènes vis-à-vis de ce qu'est le territoire arctique et quelles sont ces dynamiques. Donc, ça me paraissait intéressant de se pencher sur ça rapidement. Évidemment, parce qu'on est géographe, un enjeu de localisation. Juste pour faire un tour d'horizon rapide de où est l'Arctique, parce que c'est pas une question qui va de soi et a beaucoup d'implications sur la géographie politique des ressources. Et puis quelques rapides définitions pour être sûr qu'on est tous sur la même page et que le sens de mon propos est clair. Alors pour cette première section de l'introduction, je vais être volontairement caricaturale, mais en fait, quand on parle de ressources arctiques dans les médias ou dans la culture populaire, il y a vraiment ces grands thèmes qui se distinguent. Et cette une de Bloomberg est vraiment emblématique en la matière. Parce que, bon, généralement, on surestime vraiment à la fois la valeur des ressources qui sont disponibles en Arctique, mais aussi la quantité des ressources qui sont disponibles. Et cet article, bon, c'est vrai qu'il est un peu ancien, il date de 2016, mais on trouve quand même généralement, même encore maintenant, des unes qui sont assez similaires. Euh, voilà, on se concentre sur la disponibilité de la ressource sans envisager tous les autres critères qui font qu'on passe de la disponibilité d'une ressource à une exploitation qui soit à la fois viable économiquement et même profitable. Et donc, il y a eu au début des années 2010, tout un type de discours, tout un narratif qui s'est développé autour de cet article qui serait un Eldorado, un petit peu un nouvel Eldorado avec énormément de ressources disponibles. Et c'est une première représentation qu'on a et que je voudrais peut-être un petit peu déconstruire. La deuxième représentation qu'on peut avoir, c'est que c'est lié à des enjeux géopolitiques. Et j'ai mis cette jaquette du DVD d'une série que je recommande par ailleurs chaleureusement qui s'appelle Occupied. Et pour ceux qui ne connaissent pas, le pitch, c'est que la Norvège décide d'arrêter la production de pétrole sur son territoire pour se lancer exclusivement dans une énergie renouvelable qui est le thorium. Et face à ça, elle est petit à petit envahie par la Russie qui vient occuper les plateformes pétrolières pour en fait maintenir le niveau de production norvégien. Et bon, c'était déjà le contexte de lancement de cette série était intéressant parce que c'était en 2014, au moment où il y avait l'annexion de la Crimée et les petits hommes verts, et puis on les voyait un petit peu aussi dans cette série-là. C'était évidemment une coïncidence, mais c'était quand même intéressant. Mais ça souligne bien que il y a aussi beaucoup d'enjeux géopolitiques et même sécuritaires qui sont liés, en tout cas dans la culture populaire, qu'on imagine comme liés à la question des ressources. Et souvent, on lit un petit peu les deux et on dit que si conflit il y aura en Arctique, ce sera lié à cette question des ressources. Je vais encore recommander une série, mais peut-être un troisième élément qu'on a une troisième grande représentation qu'on a vis-à-vis de la question des ressources en Arctique et vis-à-vis de la question des ressources en général. Et puis ça a déjà été un petit peu évoqué dans la présentation précédente. C'est que la question des ressources arctiques va aussi bien au-delà de l'Arctique. Et puis là, ça va soulever un petit peu la question des échelles dont je vais reparler un petit peu plus tard. Mais
Donc, dans cette série, et notamment dans la dernière saison, quelque chose qui est au cœur un petit peu du propos de la série, c'est que le Groenland, qui est donc encore une colonie du Danemark, le Groenland a un potentiel à la fois minier et en hydrocarbures, et il voudrait se lancer dans la production d'hydrocarbures. Et dans la série, c'est une compagnie chinoise qui serait responsable de l'exploitation du pétrole groenlandais. Et donc, il y a tout un tas de tractations politiques pour que ce soit pas une compagnie chinoise et qu'à la place, il y ait un moratoire sur l'exploitation pétrolière, pardon, au Groenland. Et je trouvais ça intéressant de mettre en regard un petit peu ces trois éléments pour voir d'abord la question des échelles et que ce qui est arctique a des ramifications qui vont au-delà de l'Arctique. Et on parle beaucoup de la Chine en Arctique et en matière de ressources, évidemment, c'est un acteur important, je vais y revenir. Euh, mais voilà pourquoi je voulais un petit peu commencer par ces trois éléments. Puis c'est un petit peu trois choses que je voudrais déconstruire dans le cadre de cette présentation. Pour, euh, et donc, je vais faire un état des lieux des ressources disponibles, m'intéresser évidemment aux acteurs qui sont impliqués et aux échelles de l'exploitation. Je émettrai juste à ce stade une petite réserve. J'ai une présentation de 30 minutes, c'est déjà beaucoup plus que dans beaucoup de colloques, donc je remercie vraiment les organisateurs. Néanmoins, 30 minutes, ça m'obligera forcément à être partielle. Et donc, évidemment, il y a des éléments que je ne pourrais pas aborder, mais que je serais contente d'aborder si jamais pendant la période de questions. Et on en passe à la question de la localisation. Et j'aime beaucoup commencer avec cette carte, qui est une carte de l'océan global. Et ça me permet de souligner que l'Arctique, eh bien, c'est d'abord un océan. Donc ça, c'est une projection de Spielhaus. La projection de Spielhaus, contrairement à toutes les autres projections géographiques, c'est une projection qui n'est pas centrée sur les étendues terrestres, mais bien sur les étendues océaniques. Et donc, on voit ici l'océan Arctique, et ça nous permet de voir que c'est un océan donc, qui, évidemment, est relié à l'océan global, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, évidemment, sur la gestion de cet espace-là et sur ce qu'on entend souvent, que ce qui se passe en Arctique ne reste pas en Arctique. Ben, évidemment, en matière de ressources, c'est vrai. Euh, et donc, en fait, en Arctique, on a trois grands types de problématiques, celles qui sont liées à l'océan, évidemment celles qui sont liées aux territoires qui sont sur le pourtour de l'océan, parce que, évidemment, eh bien, ce sont les États arctiques. Et puis, on a des problématiques globales parce que c'est un océan qui est relié à l'océan global. Un deuxième aspect, et je m'excuse si vous connaissez un petit peu l'Arctique, mais je pensais que c'était quand même important de rappeler certains éléments. Une autre des particularités de cet espace arctique, c'est que eh bien, cet océan, c'est un océan qui est gelé. Alors, sur ces deux cartes, vous avez la variation naturelle de la glace entre l'étendue maximale à gauche puis l'étendue minimale à droite. On a une variation naturelle de la surface de la glace et évidemment, avec les changements climatiques, on a aussi un déclin de cette surface annuelle. Et souvent, ce déclin de la surface annuelle de la glace, et je pense que maintenant, on entrevoit même des étés où il y aurait vraiment, enfin, ce serait vraiment un océan ouvert sans glace, même s'il faut apporter des nuances à ça parce que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est cette perspective d'un déclin de la glace arctique, ça a été le point de départ de tous ces discours dont j'ai parlé sur les ressources arctiques, parce que schématiquement, on imaginait que moins de glace, ça voulait dire que la ressource était plus accessible et donc exploitable. Un point que je voudrais souligner ici, c'est que les conditions de glace ne sont pas les mêmes sur la façade arctique canadienne, sur la façade arctique américaine et sur la façade arctique russe, comme vous le voyez sur cette carte, notamment pour ce qui se passe, l'été, au moment où l'étendue de glace est à sa surface minimale, puisque vous voyez que sur la côte russe, c'est complètement libre de glace, alors que ce n'est pas du tout le cas sur la façade canadienne. La façade nord-européenne et notamment norvégienne, elle est libre de glace à l'année. Et donc, tout ça va avoir évidemment aussi des conséquences différentes sur la façon dont on exploite les ressources.
Enfin, évidemment, l'Arctique, c'est un espace qui est peuplé, je l'ai dit, c'est d'abord un océan, mais évidemment, il y a des États autour. Donc, il y a 8 États autour de l'Arctique, le Canada, les États-Unis avec l'Alaska, la Russie, la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Islande et puis le Danemark avec le Groenland. L'Arctique, c'est une région qui est peuplée. On estime qu'il y a à peu près 4 millions de gens qui y habitent. Et on note aussi une grande diversité dans la répartition du peuplement. Et donc, quand on parle de l'exploitation des ressources en Arctique, ben, il faut avoir en tête que c'est pas un espace, uniforme. Euh, alors après ce rapide état des lieux géographiques, j'en viens aux défis qui existent. Vous l'avez vu déjà, c'est pas un espace uniforme et donc on peut bien sûr parler d'une région arctique, mais il faut toujours garder en tête la diversité de ce que ce terme revêt. Et simplement pour les besoins de cette présentation, je choisirais la même définition que celle du Conseil de l'Arctique, donc avec 8 États et une limite à peu près au cercle polaire. Et quand je vais parler des ressources naturelles, je vais me limiter aux minerais et aux hydrocarbures, pardon. J'aurais pu inclure les ressources halieutiques. Je me suis beaucoup posé la question parce qu'en Arctique, puisque c'est un océan, c'est un enjeu majeur. C'est très intéressant et pertinent à envisager, mais il y a des contraintes de temps qui font que j'aurais pas pu entrer vraiment dans les détails et j'ai préféré me concentrer sur les hydrocarbures et les ressources minières. Je vais donc aborder les choses selon ce plan-là, en faisant d'abord un état des lieux de la ressource arctique. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui est disponible? Qu'est-ce qui relève du fantasme par rapport à ce nouvel Eldorado et qu'est-ce qu'on a concrètement d'accessible pour le moment? Voir ensuite les contraintes qui s'expriment sur ce territoire et puis terminer par les échelles de l'exploitation. Et pour commencer, j'ai mis cette carte qui est donc une carte qui a été produite, donc le US Geological Survey, en 2008. Puis c'est un des premiers rapports qui estime la quantité de pétrole et de gaz disponibles en Arctique. Et c'est la publication de ce rapport qui a lancé vraiment tous les discours et tous les fantasmes qu'on a pu avoir par rapport à la disponibilité et l'accessibilité de la ressource dans la région. Ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment pris une ampleur médiatique très importante, mais le rapport lui-même, si on le consulte, il reste volontairement vraiment prudent quant à la disponibilité et l'accessibilité des ressources. Alors, ce rapport, donc, il fait état d'estimations et il localise les zones où le potentiel de trouver un gisement significatif est d'au moins 10%. C'est ce que vous voyez donc sur la carte. Et le niveau significatif, il est fixé à plus de 50 millions de barils. Et donc, au total, ce que ce rapport il souligne, c'est que le potentiel, il est estimé à 90 milliards de barils de pétrole et 1669 trillions de pieds cubes de gaz naturel et 44 milliards de barils de liquide de gaz naturel. Pour donner une idée, parce qu'on n'est pas forcément familier avec ces ordres de grandeur, mais pour l'Arabie saoudite seule, les derniers chiffres pour les réserves conventionnelles, c'est 266,5 milliards de barils. Donc, le potentiel total de l'Arctique, c'est 90 milliards de barils. Pour juste l'Arabie saoudite, les derniers chiffres, c'est 266,5 milliards de barils. Donc, ça permet déjà de nuancer un petit peu les discours qu'on a. En termes de localisation de cette ressource, 84% du potentiel qui a été estimé dans ce rapport-là, c'était un potentiel qu'on estimait être localisé offshore, donc dans l'océan. Et ce qui est intéressant, c'est que le rapport parle bien de potentiel et évidemment, il n'inclut pas le coût d'une potentielle exploitation. C'est donc, ça a vraiment été le point de départ d'un certain emballement médiatique qu'il faut bien nuancer. Alors, cette carte, elle reprend des données similaires, mais avec une discrétisation un petit peu différente, ce qui peut mener à une lecture un petit peu différente. Néanmoins, c'est vraiment la même information et ça reprend les données de 2008. Mais je l'ai choisie parce qu'elle montre aussi où est-ce qu'il y a de l'exploitation, puis où est-ce qu'il y a de l'exploration. Et c'est peut-être un premier contraste à bien avoir en tête. Parce qu'en fait, à de rares exceptions près pour le moment, l'exploitation se fait essentiellement onshore, donc sur Terre, alors que le rapport, justement, lui, parlait de 80% de potentiel offshore.
Il y a quelques points, évidemment, d'exploitation et d'exploration offshore, mais ils sont minoritaires parce qu'il y a beaucoup de contraintes qui s'exercent sur cette exploitation-là. Mais ça me paraissait important de faire une distinction entre offshore et onshore parce que le niveau de développement des activités n'est pas du tout le même. Et c'est important aussi de bien distinguer entre, même beaucoup en Arctique, où l'exploitation, où en fait on n'est pas allé jusqu'au stade de l'exploitation parce que le potentiel n'était pas là, ou en tout cas la viabilité économique n'était pas là. Mais donc, au total, où est-ce qu'on en est en termes de production? Il y a 3 États qui ont produit ou produit onshore, donc sur Terre, le Canada, les États-Unis, puis la Russie, dans leur territoire arctique. Et puis 3 États qui produisent offshore, c'est-à-dire dans l'océan, la Norvège, la Russie, puis les États-Unis. Aujourd'hui, les principales zones d'exploitation, c'est au large de la Norvège et de la Russie. Et en termes de chiffres, les ressources arctiques, ça représente à peu près 10% de la production mondiale de pétrole et un peu moins de 25% du gaz naturel, plutôt de provenance, encore une fois, onshore. Les activités de prospection se poursuivent, mais donc avec des découvertes régulières, mais ça mène pas nécessairement à une exploitation. Il y a un pays, par contre, Monsieur Clich en a parlé, donc je ne vais pas trop m'étendre, mais il y a un pays pour lequel c'est vraiment important, les ressources arctiques sont vraiment importantes, c'est évidemment la Russie. Sergueï Lavrov, le ministère des Affaires étrangères, le ministre pardon, des Affaires étrangères russe, a dit à plusieurs reprises qu'il n'y avait pas d'alternative au développement de l'Arctique russe et au développement à l'exploitation de ressources dans l'Arctique russe. Et le développement de ces ressources-là, c'est vraiment une priorité affichée de la politique arctique russe parce que c'est un poumon économique et ça représente une part quand même significative du PIB fédéral. Et donc, là encore, quelques chiffres. La production, c'est 10,5 millions de barils par jour. Ça représente pour le pétrole et ça représente à peu près 14% de l'offre mondiale. En termes d'export, le pétrole, c'est des chiffres de 2021, donc qui datent avant la crise, puis je reviendrai après la crise après. Mais en termes d'export, c'est 4,7 millions de barils par jour, dont 1,6 million pour la Chine, 2,4 pour l'Europe. Pour le gaz, c'est 762 milliards de mètres cubes. Ça, c'est pour le chiffre annuel, donc c'est un petit peu plus important, mais ça représente tout ça 45% du budget fédéral. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important pour le financement de l'économie russe. Et là-dedans, l'Arctique, ça représente 80% de la production de gaz et 20% de la production de pétrole. Donc là, on mesure l'importance de ce secteur-là pour la Russie et ce qui va évidemment avoir des conséquences pour la politique régionale. Alors, j'ai beaucoup parlé du très médiatique secteur des hydrocarbures. C'est vrai que le secteur minier est plus discret, mais il est néanmoins pas moins dynamique. Il est peut-être même plus dynamique actuellement, en tout cas en dehors de la Russie. Alors, cette carte est un peu vieille, mais elle permet de localiser quand même un certain nombre d'endroits ou de localiser en tout cas les zones de production. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'exploitation minière en Arctique, elle est quand même assez ancienne. Par exemple, au Svalbard, alors l'archipel qui est au nord de la Norvège, on a une exploitation dès les années 1900 et déjà là, c'était très politique puisque cette exploitation et cet intérêt pour le charbon qui est disponible au Svalbard, c'est ce qui conduit à l'adoption du traité de Paris qui fait que le Svalbard a ce statut si particulier en ce moment, actuellement en Arctique. Mais ce qu'on note sur cette carte, c'est une exploitation sur tout le tour de l'Arctique, notamment dans le nord de l'Europe. Et je voudrais peut-être souligner ou localiser 2 gisements particulièrement significatifs en Arctique. Celui de Norilsk que vous voyez à proximité de la péninsule de Yamal en Russie et la mine de Kiruna qui n'est pas identifiée mais il y a un petit triangle au nord de la Suède. Et ça, c'est 2 gisements vraiment significatifs en Arctique et qui comptent sur la scène mondiale de l'exploitation minérale. Alors, je vais faire un petit zoom sur le Canada, essentiellement parce que je n'ai pas trouvé de carte sur le type de ressources disponibles à l'échelle de l'Arctique. Donc, je vais faire ce zoom, mais ce n'est pas inintéressant de le faire. Ça montre, cette carte, elle est intéressante parce qu'elle montre la diversité de la ressource disponible. Donc, on a du charbon, du fer, du zinc, du plomb, du nickel, du diamant. On a aussi des terres rares qui ne figurent pas sur cette carte, mais qui vont être très importantes et qui nourrissent un certain nombre de nouveaux discours, encore une fois sur l'Arctique,
parce que ces terres rares permettent d'accompagner la transition énergétique. Et je vais en reparler, mais c'est très en lien avec ce que disait M. Clich à la fin de sa présentation. Donc, le Canada, évidemment, c'est un acteur minier de premier plan sur la scène internationale et évidemment, l'exploitation de son territoire arctique y est pour beaucoup. Ce que je viens de dire sur cette carte, qu'on voit vraiment clairement ici, mais qu'on voit aussi sur l'autre, c'est qu'on voit les infrastructures de transport qui sont évidemment essentielles parce que pour qu'une exploitation de ressources soit viable, pour qu'une exploitation de ressources puisse avoir du sens économiquement, évidemment, il ne faut pas seulement que la ressource soit là, il faut qu'elle puisse être exploitée, évidemment, et acheminée jusqu'au marché. Sinon, il n'y a pas de revenus et donc ça ne fonctionne pas. Et cette question des infrastructures de transport et cette question de l'accessibilité de la ressource, c'est un enjeu vraiment crucial et ça me permet de faire une transition vers ma deuxième partie sur les contraintes qui sont systématiquement un petit peu sous-estimées quand on parle de l'exploitation des ressources en Arctique. On en arrive donc à cette deuxième partie. Et sur cette carte, donc, on voit les routes, on voit les projets de routes, on voit les projets de chemin de fer. Ça me permet d'évoquer les conditions de production. Souvent, en tout cas en géographie, on s'intéresse évidemment au territoire. Et donc en Arctique, ce contexte-là de production, le territoire est vraiment important pour comprendre les enjeux qui sont liés à l'exploitation des ressources. Et notamment, un des enjeux majeurs en Arctique qui se pose essentiellement dans l'Arctique nord-américain, mais vraiment en fait à l'échelle régionale, même si c'est un petit peu moins marqué sur l'Arctique russe et l'Arctique nord-européen. Mais vraiment, un des enjeux majeurs, c'est le manque d'infrastructures et la difficulté de mettre en place des nouvelles infrastructures qui va compliquer la viabilité économique et de l'exploitation. Donc, on voit ici qu'il y a quelques ports, qu'il y a quelques projets, mais c'est très limité compte tenu de l'étendue du territoire. Encore une fois, le réseau est un petit peu plus dense côté européen, mais c'est confronté à des contraintes similaires. Et alors, qu'est-ce que c'est que ces contraintes? On en revient à cette question de la glace, à ce pattern saisonnier qui est très marqué hiver-été, qui complique l'accès à la ressource. Quand on a parlé des changements climatiques, on a beaucoup parlé de l'accessibilité accrue qu'il pourrait y avoir pour la ressource parce qu'il y aurait moins de glace. Mais c'est pas vrai partout. C'est toujours vraiment très coûteux d'exploiter le pétrole offshore et surtout la saisonnalité fait que ça requiert des investissements qui sont très importants pour pouvoir accéder à la ressource à l'année parce que c'est pas viable d'exploiter la ressource, une ressource offshore seulement une partie de l'année. Et pour vous donner un exemple de ces contraintes et du coût que ça représente, un exemple, par exemple, dans la mer des Chukch, au nord de l'Alaska, Shell avait lancé des opérations d'exploration en mer, puis il s'est retiré du projet sans avoir extrait le moindre baril de pétrole. Toujours en 2015, Statoil avait abandonné ses baux d'exploration en Alaska à cause des coûts d'exploitation. J'ai beaucoup d'exemples parce qu'au total, entre 2005 et 2008, il y a 694 baux d'exploration qui ont été accordés. En 2020, il n'y en avait plus que 11 actifs. Ça, c'est pour l'Alaska, mais il y a eu beaucoup d'autres projets qui ont été abandonnés tout autour de l'Arctique. Pour vous donner une idée des coûts, en 2016, la moyenne de production était de à peu près $75 par baril offshore en Arctique, soit à peu près le triple de ce que ça coûte en Arabie Saoudite, par exemple, d'exploiter cette ressource. Donc, il y a déjà cette première contrainte qu'on sous-estime systématiquement, mais qui est importante à considérer. Si on regarde un petit peu les ports et havres à l'échelle de l'Arctique, voilà, on obtient cette carte. Ce qu'on voit ici, tous les petits points bleus, en fait, ce sont des ports qui ne sont pas accessibles à l'année parce qu'ils sont pris dans la glace. Et puis par ailleurs, on voit que c'est des données qui sont un petit peu différentes des cartes que vous avez vues jusqu'à maintenant parce que tous ces ports sont en fait, je pense qu'ils ont utilisé les données des communautés, mais ces ports-là, ce sont des ports qui n'ont absolument pas la capacité d'accueillir des navires commerciaux. Mais donc, il y a un vrai problème d'accessibilité et de transport de la ressource qui se pose et qui pose la question en fait de la viabilité économique de l'exploitation. Un autre enjeu majeur, c'est le permafrost. Comme souligné dans la première partie, aujourd'hui, la majeure partie des ressources exploitées, c'est des ressources qui sont exploitées onshore, donc sur Terre. Or, onshore, vous le voyez ici,
En Arctique, on est sur une zone de pergélisol continu. Or, avec les changements climatiques, on constate le dégel du pergélisol, ce qui fait que les sols sont instables et c'est un problème majeur pour la construction d'infrastructures, non seulement la construction de nouvelles infrastructures, mais la viabilité à court et moyen terme des infrastructures existantes. Je voulais voir rapidement une image satellite pour voir à quoi ça ressemble le permafrost et quelles conséquences ça peut avoir. Et j'ai fait un zoom ici sur la ville de Churchill. On voit ici, vous voyez les espèces de taches vertes qu'on voit sur la Terre, c'est les lacs de thermokarst qui sont liés au dégel du pergélisol, qui font que le sol est instable et que c'est compliqué d'avoir des infrastructures, viables. On voit ici le port, on voit qu'il est relié à une voie ferrée. Cette voie ferrée-là, elle a été inexploitable pendant plusieurs années. Elle est inondée régulièrement à cause du dégel du permafrost, à cause des variations climatiques. Et ça, c'est un problème qui se pose tout autour de l'Arctique, mais qui est vraiment intéressant et important à prendre en compte quand on s'intéresse à l'exploitation des ressources en Arctique. Alors, ce problème d'infrastructure, on a pris donc l'exemple de Churchill, mais il se pose vraiment tout autour de l'Arctique. Si vous regardez cette carte de l'exploitation minière, tous les petits carrés rouges, ils sont sur des zones de pergélisol continu si vous faites le calque avec la carte que j'ai montrée avant. Et donc, c'est un problème qui ne se pose pas seulement pour le transport, mais aussi pour l'exploitation de l'infrastructure d'exploitation elle-même. Donc, les changements climatiques représentent vraiment une contrainte majeure, évidemment pas la seule, mais tout ça représente une contrainte majeure sur l'exploitation. Et c'est pas la seule, et c'est là où j'en viens à la troisième partie de ma présentation, et je vais essayer d'être rapide puisque je vois que le temps file, sur les grands enjeux de l'exploitation à trois niveaux, de la géopolitique locale à la géopolitique globale. Et je voudrais commencer par l'exemple de Kiruna, qui est une ville minière. J'en ai parlé un tout petit peu tantôt. C'est un gisement de fer vraiment important à l'échelle régionale et même à l'échelle mondiale. Donc, à gauche, vous avez la mine. C'est une mine qui est gérée par la compagnie El-Kab. Et l'ampleur de la mine fait qu'il y a un risque d'affaissement carrément de la ville voisine. Et donc, le potentiel économique est tel qu'on a décidé de déplacer la ville. Et c'est ce que vous avez sur l'image à droite où on a littéralement pris une maison, mis sur un camion, puis on déplace la ville à quelques kilomètres. Ça témoigne de l'importance de la mine. Ça montre les enjeux locaux avec le déplacement de toute une communauté, le conflit avec les populations autochtones parce que ça va interagir avec leur territoire traditionnel, mais ça soulève aussi des enjeux de géopolitique globale parce qu'il y a un potentiel de terres rares vraiment très important qui a été découvert à proximité de cette mine-là. Et là, on en vient aux enjeux de géopolitique globale et de la dépendance envers un producteur parce que M. Clich en parlait, les terres rares et les minéraux qui vont accompagner la transition énergétique, ils proviennent aujourd'hui essentiellement de Chine. Et donc, voilà, la géographie politique des ressources, c'est vraiment voir comment s'articulent ces exemples. Et je vais y aller vraiment très vite pour cette dernière partie, mais je vais y aller par exemple. En termes de géopolitique locale, un enjeu majeur qu'on a un petit peu évoqué aussi dans la présentation de M. Clich et surtout pendant la période de questions, c'est la question du partage en fait des bénéfices qui sont liés à l'exploitation. Parce que la question des ressources, elle est vraiment liée extrêmement fortement aux populations autochtones et aux gens qui habitent effectivement sur le territoire, parce que souvent, quand on se lance dans une opération d'exploitation, la main-d'œuvre est exogène, tout est exogène et les revenus partent également et la population locale bénéficie assez peu de l'exploitation. Et je voulais souligner cette entente qui a été signée cet été, l'entente Tariuk, qui est vraiment intéressante parce que justement, elle s'engage à ce qu'il y ait un partage des bénéfices à la fois et un partage de responsabilités dans la prise de décision entre les Inuvialuit et résidents du Yukon et territoires du Nord-Ouest et le gouvernement fédéral pour qu'il y ait un partage de la prise de décision et des revenus d'une éventuelle exploitation de pétrole et de gaz dans leur région. Évidemment, en ce moment, il y a un moratoire, ça ne remet pas en cause ce moratoire-là, mais cette question de la géopolitique locale et de la relation avec les autochtones est vraiment très importante. Au niveau de la géopolitique régionale, il y a des enjeux aussi de coopération régionale, puis j'ai mis cette carte parce que c'est une carte qui présente les revendications de plateau continental étendu.
C'est une question qui est vraiment très importante pour, encore une fois, cette question de la transition énergétique. Puis, je vais passer rapidement, puis je serais vraiment contente d'en parler pendant la période de questions si jamais. Mais la question des mines et de deep sea mining, je ne sais pas vraiment comment traduire ça de façon satisfaisante, le minage en eau profonde peut-être. Mais le minage, oui, dans les fonds marins, c'est un nouvel enjeu qui se pose. Puis à l'échelle de l'Arctique, ça peut éventuellement mener en tout cas, à des discussions entre les partenaires parce que, par exemple, le Canada s'est engagé à ne pas se lancer dans cette activité alors que la Norvège pousse vraiment à développer l'exploitation de ces sous-sols-là. Et le potentiel est là, mais avec quelles conséquences? Enfin, évidemment, et j'y reviendrai pas trop parce que M. Clich en a beaucoup parlé, mais on a une crise majeure qui a des conséquences jusqu'en Arctique et notamment d'exploitation des ressources. Euh, les sanctions ont des conséquences sur l'exploitation elle-même, mais aussi sur l'acheminement de la ressource. Et on assiste aujourd'hui à une réorientation des circuits de distribution depuis l'Europe, qui était un des principaux destinataires, vers d'autres partenaires qui reçoivent la ressource. Donc, il y a toutes ces sanctions dont on a déjà parlé. Je voulais juste souligner que M. Clich avait parlé de ce price cap qui avait été mis sur les exportations russes. On voit que ça a aussi une efficacité qui est difficile. Et vous voyez que, en fait, à partir de juillet 2023, on n'a plus été capable de faire respecter ce price cap. Mais en tout cas, les nouveaux partenariats avec les nouveaux partenariats avec la Russie, la réorientation des circuits de distribution de la ressource russe fait que ça rebat un petit peu les cartes de la géopolitique globale et ça part de cet article-là. Alors, j'espère vous avoir fourni quelques clés de lecture du sujet pour sortir un peu de cette dialectique resource competition, military build-up, confrontation militaire. Comme toujours, la réalité est plus nuancée, elle demande plus de finesse dans l'analyse que ces cadres un petit peu caricaturaux qui desservent la réflexion. Et je terminerai très vite avec cet enjeu de plus en plus important qui est l'acceptabilité sociale parce que ça vous aura pas échappé que on vit une crise climatique majeure et que l'exploitation des ressources fossiles elle est au cœur de cette crise. Et il y a une prise de conscience relative, même si on voit aussi un regain de climato-scepticisme. Mais la pression populaire peut être un levier d'action et il y a beaucoup de pression pour que, par exemple, des universités se retirent de fonds d'investissement qui financent du pétrole en Arctique, pour que des banques se retirent du financement de ce type de projet-là. Et peut-être une contrainte supplémentaire avec laquelle il faudra composer, c'est que ça sera de plus en plus difficile de financer des projets en Arctique. Cette fois-ci, j'ai terminé. Je m'arrête, je m'excuse d'avoir débordé un petit peu sur le temps et je serais très contente de répondre à d'éventuelles questions si jamais.